L'impact de la directive TD018 celle sur les ailes flexibles se fera réellement sentir au Canada. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi. Nous allons voir pourquoi Imola a été exclue du championnat à partir de l'année prochaine et pourquoi elle pourrait aussi y revenir à l'avenir. Nous allons voir aussi pourquoi l'événement de début d'année délivré à l'O2 Arena a été supprimé. Nous allons également discuter de Verstappen, Norris, Mercedes et Ferrari pour le Grand Prix du Canada. J'ai décidé de refaire les vidéos de cette manière et je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo. Merci pour votre soutien, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. Mais maintenant, commençons tout de suite. Je veux commencer par cette directive TD 018 parce que Ferrari s'attendait à plus à Barcelone et qu'est-ce qu'on pourrait voir au Canada. Essentiellement, Ferrari a modifié l'aileron avant à Barcelone, tandis que les autres équipes, en particulier McLaren, avaient déjà modifié l'aileron auparavant à Imola, ayant eu un retour avant tous les autres sur les modifications qu'ils allaient ensuite voir à Barcelone. C'est pour cela que McLaren a été plus rapide que Ferrari à Barcelone, car elle était déjà au courant de la directive. Elle avait déjà testé en piste, alors qu'à Maranello, il s'était limité au simulateur, sur le nouvel aileron avant qui a fait ses débuts à Barcelone. L'effet réel sera visible au Canada, un circuit stop and go. Il y a beaucoup de freinage, donc beaucoup de variations de l'angle d'incidence de l'aileron avant, que nous verrons au freinage et à l'accélération. C'est pourquoi nous aurons un retour concret grâce à cette directive. Cela aura des effets non seulement sur McLaren, mais aussi sur les autres équipes et surtout sur Ferrari. On pourra en tirer le meilleur, comme l'a aussi dit Vasseur. Et la Ferrari a eu du mal à Barcelone parce qu'elle sous-virait dans les virages lents et survirait dans les virages rapides. Donc dans les virages lents, il y avait un manque de rotation, tandis que dans les virages rapides, il y avait un excès de rotation. C'était trop à gérer, comme l'a aussi dit Lewis Hamilton. Les mises à jour fonctionnent-elles vraiment? Voilà la question qui nous préoccupe depuis Barcelone et qui deviendra centrale au Canada. Parce que, même si les signaux sont positifs, il est temps que la Scuderia Ferrari 25 montre de la continuité. Mais au-delà des chiffres, il y a un autre aspect important à souligner, la stratégie. Parce qu'en Formule 1, rien n'arrive par hasard, les mises à jour ne s'improvisent pas, elles se planifient, on travaille à moyen et long terme avec des objectifs clairs et des choix ciblés. Et c'est justement avec ce concept, la stratégie à long terme, que je veux relier à quelque chose de personnel et peut-être aussi d'utile pour vous. Cette vidéo est en effet réalisée en collaboration avec Money Farm, un service de conseil financier né en 2011 qui a un objectif simple, rendre les investissements accessibles à tous. Même à ceux qui, comme moi, ne sont pas des experts dans le domaine. Il y a quelques mois, j'ai décidé de confier une partie de mes économies à Money Farm en choisissant une gestion de patrimoine basée sur mes objectifs et mon profil de risque. Tout est numérique et gérable depuis l'application et le site. Et surtout, c'est un service qui mise sur la planification et la transparence, exactement comme le fait Ferrari avec ses mises à jour. Suivi en temps réel, sans stress pour la fiscalité ou les décisions improvisées, il gère tout. Si vous aussi vous envisagez de mettre en place une stratégie sérieuse pour votre avenir financier, je vous laisse ci-dessous, dans la description, un lien qui vous permet de commencer à investir avec des commissions annulées pendant les 6 premiers mois. Tout cela si vous ouvrez un portefeuille en gestion de patrimoine avant le 4 juillet. Merci à Money Farm pour le sponsoring de cette vidéo. Revenons à nos affaires. Il y a 2 éléments à analyser, dont la question des suspensions. En effet, McLaren, avant Ferrari, a commencé à utiliser le pull rod à l'avant, qui est un schéma de suspension qui te permet donc de modifier l'avant et de mieux diriger les flux vers le fond et donc vers les canaux venturés. Au contraire, un Ferrari a commencé à utiliser le pull rod à l'avant seulement à partir de cette année. Et c'était une modification que nous avions déjà mentionnée ici sur la chaîne, que Ferrari devait effectuer en premier chez eux. Pas à partir de cette année, parce que c'est la dernière année réglementaire avec ces voitures à effet de sol. L'année prochaine, en 2026, tout va changer. Donc, avoir 3 ans de connaissance de ce système pull rod t'apporte un bénéfice, un avantage par rapport à la concurrence. Et le deuxième point, c'est le sujet du fond. En effet, Ferrari va modifier le fond en Autriche pour obtenir plus d'appui aérodynamique généré par les canaux Venturi et donc avoir une meilleure rotation de la voiture dans les virages, surtout dans les virages rapides. Nous aborderons l'Autriche dans le deuxième secteur, mais d'abord, faisons un bilan sur le Canada. En effet, le tracé du Canada est à certains égards similaire à Monaco, car c'est un circuit à forte déportance où il faut avoir beaucoup d'appui, dans les virages lents et aussi dans les virages moyennement rapides. Mais attention, il y a une différence fondamentale entre Monaco et le Canada. Au Canada, on atteint des vitesses beaucoup plus élevées, surtout dans le troisième secteur.
Et donc l'incidence de l'aileron aura aussi un impact, mais pas seulement, l'utilisation des pneus également. En effet, on utilisera les pneus C4, C5 et C6, le C6 ayant aussi été utilisé à Imola. Et cela apporte des avantages à certains et peu d'avantages à d'autres. En effet, si l'on veut, Ferrari pourra mieux exploiter le pneu C6 ayant plus de vitesse, plus d'adhérence sur le pneu, et donc il y a des espoirs que Ferrari puisse reproduire les performances de Monaco. Donc être la deuxième force derrière McLaren, et devant Red Bull qui a plus de mal dans les virages lents, et devant Mercedes qui est plus rapide dans les virages rapides. Mais elle gère moins bien l'excès d'adhérence, et donc elle use plus les pneus. Cela reste à voir, mais au Canada, contrairement à Monaco, celui qui partira devant aura un avantage, même s'il est possible de dépasser. Il y a plusieurs zones de détection de dépassement, donc attention, les équipes vont tout essayer pour partir devant, mais en course, il faudra essayer de gérer la position et partir devant. Ça ne mène pas toujours au résultat. Et donc attention aussi à la stratégie en qualification, à bien chauffer les pneus, mais il faut aussi avoir un réglage qui s'équilibre pour la course, et donc gérer au mieux les pneus sur la plus longue distance. Et il faut aussi prendre en compte que le Canada est un circuit stop and go. Ferrari excelle dans les freinages, tandis que McLaren se démarque par son excellente traction en accélération cette année. Ferrari n'apportera pas de grandes nouveautés pour les mises à jour, mais il y aura des améliorations spécifiques au circuit. Donc un aileron arrière en forme de V qui est le même que celui apporté en Arabie Saoudite et à Imola, qui permet d'avoir peut-être un peu plus d'appui dans certaines zones du circuit, mais en même temps de ne pas trop augmenter la résistance aérodynamique. Donc avoir une voiture qui, malgré tout, ne perd pas en vitesse de pointe dans les lignes droites. Et cela pourrait être peut-être le seul élément, le seul point faible de McLaren. Et il faudra gérer le réglage entre l'avant et l'arrière, ainsi que les températures, avec les pneus C4, C5 et C6. Mais nous devons changer de sujet et parler du Grand Prix d'Imola, car la triste nouvelle est tombée concernant l'absence d'accord avec la Formule 1 pour continuer avec le Grand Prix d'Imola. Le Grand Prix d'Imola est annulé. Cependant, dans les prochaines années, il y a une lueur d'espoir de voir un autre Grand Prix à Imola. En effet, le Grand Prix de Madrid est en train de se concrétiser ces dernières années. Et nous verrons quand il pourra faire ses débuts en Formule 1. On dit qu'il devrait probablement débuter en 2026, mais on n'en est pas sûr à 100%. Parce que les travaux sont encore en cours de construction, donc il faut voir quand ils seront terminés. Et une fois terminé, il y aura le Grand Prix de Catalogne qui se tiendra à Montmeló. Donc Montmeló reste au calendrier de la Formule 1 et le Grand Prix d'Espagne sera le Grand Prix de Madrid. Mais si les travaux ne sont pas terminés à temps pour le Grand Prix de Madrid, eh bien, c'est là que le Grand Prix d'Imola pourrait revenir au calendrier de la Formule 1. Et dans ce cas, en ce qui concerne le plan économique. Pour entrer en Formule 1 en tant que circuit permanent, il faut 60 millions par an. Si tu veux revenir parmi les circuits en rotation, comme Spa et Shanghai par exemple, il faut environ 42 millions. Alors, comme Imola est un circuit historique, il est possible de négocier avec la Formule 1 et de conclure un accord autour de 35 à 32 millions d'euros par an. Mais on ne peut pas descendre en dessous de ces montants. Et donc la question économique est certainement centrale dans cette négociation entre le Grand Prix d'Imola et la Formule 1, et nous verrons s'il sera peut-être renouvelé pour les prochaines années. S'il y aura un espoir pour l'avenir, à ce jour, il ne semble pas. Nous avons également vu le communiqué du maire d'Imola, mais nous verrons si jamais le Grand Prix de Madrid devait manquer et que le Grand Prix d'Imola pourrait revenir pour 1 ou 2 éditions. Et nous devons aussi nous fier aux déclarations de dimanche où il a dit qu'Imola n'a pas disparu du calendrier et ne disparaîtra pas pour toujours. Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. L'économie reste centrale. De plus, il a ajouté qu'organiser 2 courses dans un même pays devient plus compliqué. Les États-Unis sont un cas à part, étant donné que Liberty Media est américaine. Mais pour revenir, il faut des fonds et une stratégie politique claire pour l'avenir. La nomination du président Lassi le 9 juillet prochain devient donc essentielle. Je suis curieux de savoir aussi ce que vous en pensez de ce sujet, dit de mon point de vue. Je veux voir Imola revenir au calendrier parce que c'est un circuit historique. Nous voulons voir de moins en moins de circuits comme le Grand Prix de Madrid, donc des circuits urbains, et de plus en plus d'autodromes au sein de la Formule 1. Même avec ces voitures qui sont maintenant très grandes, puis seront réduites en taille l'année prochaine, elles ont cependant besoin d'espace pour s'exprimer au mieux et pour offrir des courses passionnantes. Pensons par exemple à Austin, une course en Amérique, un circuit qui n'est même pas très historique si l'on veut, mais les courses y sont toujours très passionnantes. Parce que c'est quand même un autodrome, ce n'est pas un circuit urbain. C'est vrai, Imola est quand même un circuit très étroit, il faudrait l'élargir cependant.
C'est un circuit qui offre toujours de grandes émotions et c'est un circuit plein de passionnés. Qui vont voir la Formule 1 et qui sont ces passionnés qui restent au fil des années? Et donc ce n'est pas qu'ils sont là pour une saison, pour une course, puis disparaissent. Non, ils sont toujours là et vont chaque année voir la Formule 1, donc la Formule 1 devrait miser sur les supporters historiques. Nous devons aussi parler de la nouvelle concernant l'événement à l'O2 Arena où les livrets seront présentés. Le Grand Prix de Formule 1 prévu pour 2026 a été avancé et organisé en 2025. Une seule fois, et c'est tout. Pourquoi? Probablement parce que ça a été un peu un échec. Et donc il n'y aura pas de lancement conjoint des livrets, mais il y aura un lancement individuel, comme nous l'avons vu les années précédentes. De mon point de vue, cet événement a été un peu un échec cette année, parce que nous avons vu que certaines équipes avaient plus de temps, d'autres moins de temps, pour dévoiler la livrée. Nous avons vu qu'il y avait le directeur d'équipe qui parlait. Dans d'autres équipes, par contre, nous avons vu moins de membres du personnel impliqués, et donc il y a eu beaucoup de confusion. Et évidemment, cet événement avait été pensé pour le 5e anniversaire de la Formule 1 donc, pour une occasion annuelle très importante. Et tandis que l'année prochaine, il n'y aura plus cette occasion, donc la Formule 1 tient à le préciser. Pour cette raison, mais selon moi aussi pour une question d'organisation, et aussi parce que cet événement avait du sens si on veut, s'il présentait les voitures officielles de la saison. Deux nouvelles importantes concernant le Grand Prix du Canada. La première, c'est que il m'a dit que le pneu C6 est essentiel en qualification et qu'il faut tirer le meilleur parti de son adhérence. Dans les différents secteurs, soit il faudra peut-être sacrifier un secteur par rapport à un autre, mais il faudra exploiter au maximum le tour pour se placer devant. Et Mercedes semble avoir le potentiel pour cela, même si selon moi elle reste là, en lutte avec Ferrari, tandis que Red Bull, en plus d'être celle un peu plus pénalisée au Canada. Les vibreurs peuvent aussi être utiles pour les virages lents. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi un autre point défavorable pour Red Bull, à savoir que Max Verstappen a actuellement 11 points de pénalité sur son permis. Cela signifie que s'il reçoit un autre point de pénalité, il sera disqualifié pour une course. Au cours des 6 prochains mois donc, ou plutôt au cours des 12 prochains mois, donc attention, il pourrait y avoir l'exclusion de Max lors de l'une des prochaines courses, s'il devait atteindre la limite de 12 points, mais 2 points seront retirés lors du Grand Prix d'Autriche 2025, car les 2 premiers points sur son permis, il les a reçus l'année dernière au Grand Prix d'Autriche 2024 lors de l'accrochage avec Norris. Ces 2 points expirent après un an et seront retirés lors du Grand Prix d'Autriche 2025, ramenant son total à 9. Mais avant l'Autriche, il y a cette course au Canada et Max a actuellement 11 points après le dernier événement à Barcelone. Et l'accrochage avec Russell qui lui a valu un point de pénalité sur son permis. Et donc attention car Red Bull se met aussi en mode protection, en donnant la super licence de façon anticipée, du moins en l'ayant demandé pour le jeune pilote. Le talent d'Arvid Lindblad, ce talent de Red Bull. Il prendra probablement la tête de Red Bull en cas de disqualification de Verstappen. Et le timing ne coïncide pas par hasard, sinon ce pourrait aussi être Iwasa lui-même qui prendrait les commandes de Red Bull. Si Verstappen devait être disqualifié, Red Bull, comme l'a dit Helmut Marko, a demandé à Verstappen de rester calme au Canada et d'éviter les situations désagréables. Et c'est un point en moins, c'est une arme en moins que Red Bull a de son côté. Parce qu'ils ne peuvent pas compter sur cet aspect d'agressivité de Verstappen, qui, jusqu'à la dernière course, était pourtant considéré comme acquis. Je rectifie que la fédération a accepté la demande de Red Bull concernant Lindblad, et donc la super licence a été accordée au pilote, même s'il n'a pas encore 18 ans. Toute dernière chose, je veux parler des déclarations de Rosberg sur Aguiar, mais d'abord celle de Norris sur Verstappen, parce que Norris a défendu Verstappen. Mais ici, vous devez m'expliquer la ligne de communication de Norris, si elle a vraiment du sens. Selon Norris, Verstappen est dur, mais jamais incorrect. Et il parle de son adversaire sur la piste, ça devrait être son premier ennemi, et il va le défendre. Contrairement à Herbert et Rosberg, qui estiment que Verstappen méritait le drapeau noir après le contact avec Russell. Beaucoup étaient d'accord, c'est un sujet discutable et compréhensible. Mais Norris n'a aucun intérêt à faire ces déclarations, parce qu'elle favorise et privilégie un de ses adversaires au championnat. Donc vous comprenez aussi au-delà de la piste. Norris n'arrive pas non plus à trouver la bonne approche du point de vue de la communication avec la presse. Cela ne diminue pas Verstappen, au contraire, ça l'avantage si on veut. Donc Max, qui est maintenant à un pas de la suspension, comme je l'ai déjà dit, à cause des points sur son permis et donc du risque de disqualification. Cela va lui donner encore plus de confiance si on veut, parce qu'il est rassuré par un de ses adversaires. Piste. Du point de vue de la communication, cela n'a aucun sens.
Cependant, Rosberg a fait sienne cette dernière déclaration. Jarrah a dit qu'à sa place, il refuserait immédiatement. Une proposition de Red Bull. Nous avons vu comment Red Bull n'arrive pas à trouver de second pilote qui soit performant avec leur propre voiture. Nous avons aussi vu l'échec de Tsunoda, d'abord avec Lawson, puis Perez, et nous avons aussi vu Gasly et Albon. De nombreux pilotes ont essayé de conduire cette deuxième voiture de Red Bull, mais ils n'y arrivent pas parce qu'elle est trop sensible, trop calibrée selon les besoins de Max Verstappen. C'est pourquoi Rosberg a dit que pour l'avenir d'Ajara, il vaut mieux qu'il refuse l'offre de Red Bull pour rester chez Racing Bulls et attendre d'autres offres à l'avenir. Dites-moi aussi ce que vous en pensez sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like pour soutenir les vidéos de la chaîne, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Dites-moi si vous aimez ces vidéos qui sont revenues sur la chaîne de cette façon ou si vous les préfériez structurées comme les vidéos d'avant. Donnez-moi votre avis, c'est fondamental pour soutenir la chaîne. Si vous avez des suggestions pour améliorer les vidéos, laissez-les en commentaire ci-dessous. Depuis l'Astra, c'est tout, à bientôt dans une prochaine vidéo.